Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré à la protection des données et l'IA. J'espère que vous nous entendez bien. On est ensemble jusqu'à midi pour parler de ce sujet et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être rejoint par 4 experts en la matière qui ont tous contribué à ce groupe de travail avec l'Académie dont on va parler dans quelques instants. On remercie d'ailleurs ces 4 experts pour leur participation et chacun d'entre eux va se présenter successivement. Bonjour Virginie. Bonjour à tous et merci de votre participation. Je suis Virginie Bensoussan-Brûlé, je suis avocate au sein du cabinet Lexing en droit des technologies. Merci Virginie. Bonjour Sabine. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Sabine Marcelin, je suis consultante en, Alors, en conformité à l'IA et je suis chargée de cours de droit de l'IA à l'École des mines. merci Sabine. Bonjour Romain. Bonjour à tous, enchanté, Romain Mirabile, je suis avocat au barreau de Paris et j'interviens en droit économique et en droit du numérique et donc notamment auprès de mes clients en droit de l'IA et en RGPD. Merci Romain et bonjour Sabrina. Bonjour, donc Sabrina Agrapar. Pour ma part, je suis juriste en droit des affaires et DPO au sein du cabinet FCN, qui est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Merci Sabrina et je me présente pour terminer. Je m'appelle Vincent Lacombe, je suis expert comptable et j'ai le plaisir d'animer des formations et des webinaires sur la data et sur l'IA. Alors, avant même de commencer à implémenter l'IA, l'une des questions qui revient souvent de votre part, expert comptable, commissaire aux comptes, collaborateur, mémorialiste, c'est celle de la sécurité de nos données. Vous êtes nombreux à vous interroger sur la confidentialité des informations, sur le RGPD, sur le secret professionnel, sur le risque cyber, et on va parler un petit peu de ces différentes thématiques au cours de cette matinée. Ces questionnements, c'est vraiment l'une des raisons qui nous ont poussés à créer un groupe de travail avec l'Académie. Ce groupe de travail qui a été initié en juin 2024. Eh bien, pendant plusieurs mois, on a réfléchi ensemble. On est une dizaine de profils assez différents et on a réfléchi en groupe sur ces questions pour adresser vos interrogations en ayant à cœur de vous fournir des clés de lecture et des bonnes pratiques à adopter sans vous décourager sur le sujet. Le compte-rendu de ces réflexions, c'est un cahier qui est disponible sur l'Académie, qui est paru au début du mois de septembre. Donc sur l'académie.info, vous avez le lien et le QR code à l'écran. Il vous suffit de vous connecter avec votre compte expert pour le récupérer gratuitement. Et j'en profite pour préciser que sur le site de l'Académie, vous avez toute une série de ressources, des webinaires, des conférences, des colloques, des entretiens avec des experts et également d'autres cahiers sur l'intelligence artificielle et sur toute une série de sujets, notamment récemment sur les franchises. Alors ce webinaire, il est en direct, ce qui nous permettra de répondre au maximum de vos questions que vous pouvez poser via le chat. Vous disposerez également d'un replay sur FuseExpert et sur la page YouTube de l'Académie dans quelques jours. Pour ce webinaire, on va y aller étape par étape et j'espère vous fournir des clés de lecture. On va procéder en 2 temps. D'abord, on reviendra sur le cadre juridique, sur les obligations qui vous incombent autour de l'IA, notamment avec le règlement européen sur l'intelligence artificielle, le fameux IA Act. Et puis, dans un second temps, on abordera des bonnes pratiques pour le cabinet, comment s'y prendre, comment utiliser de manière responsable et sécurisée l'IA générative. Voilà pour le programme et on va commencer avec une première table ronde avec essentiellement Sabine et Virginie sur les différents risques et les différentes obligations autour de l'IA.
Et pour rentrer dans le cœur du sujet, Virginie, tu voulais commencer par aborder le Shadow IA. Oui, merci Vincent. Euh, la première voilà, recommandation qu'on souhaitait partager avec vous ce matin, c'est la prise de conscience que la très grande majorité des membres de vos cabinets utilisent déjà l'IA dans leur vie personnelle et très probablement dans leur vie professionnelle, quand bien même votre cabinet n'aurait pas encore pris de position officielle sur les outils d'IA qui sont autorisés et ceux qui seraient interdits dans la pratique professionnelle au sein de votre cabinet. Et comme il y a eu le Shadow IT, c'est-à-dire l'ensemble de ces logiciels qui sont installés sur les postes informatiques ou sur les téléphones portables professionnels de vos salariés sans que vous en soyez informés, ni dirigeants, ni responsable informatique, le risque existe aujourd'hui avec les outils d'IA. À l'époque, on pensait à tous ces outils, par exemple, pour scanner les documents, les fameux scanners pro qui étaient utilisés sur les téléphones, puisque à titre personnel, la plupart d'entre nous avions ces outils dans notre vie privée et beaucoup les utilisaient également dans leur pratique professionnelle. Et comme je l'indiquais, sans en informer le cabinet, avec un risque sur notamment la confidentialité des données et le respect en ce qui vous concerne de votre secret professionnel. Et avec l'IA, on a la même problématique où probablement que certains de vos collaborateurs, et pas nécessairement les plus jeunes, vont utiliser Gemini ou ChatGPT pour les aider dans leur pratique professionnelle, et ils ont bien raison de se faire aider par ces outils d'IA, mais avec le risque que leur utilisation soit orthogonale à vos règles, vos pratiques, ou en tout cas à ce que vous envisagiez de mettre en place au sein de votre cabinet. Et donc, notre première recommandation, c'est de vous poser la question et ensuite de formaliser et documenter vos politiques d'utilisation de l'IA au sein de vos cabinets avec déjà une première prise de position. Est-ce que j'autorise tout sauf ou est-ce que j'interdis tout sauf? Voilà, c'est déjà une première question que vous devez vous poser. Et une fois que vous avez pris une position, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise position. Ça dépend vraiment de comment vous appréhendez ces outils. Est-ce que vous-même, vous êtes déjà formé à leur utilisation? Est-ce que vous envisagez de former vos collaborateurs? Et donc, il n'y a pas de mauvaise décision. Certains vont tout interdire sauf ce qui a été autorisé, comme je l'indiquais. D'autres vont tout autoriser sauf ce qui a été interdit. Mais vraiment, il faut que vous preniez position. Il faut que vous en discutiez en interne. Ensuite, il faut que vous mettiez tout ça par écrit, que vous le documentiez et que vous le partagez avec vos équipes, quel que soit le niveau dans l'étude, hein, que ce soit le niveau secrétariat, comptable, expert comptable, peu importe, il faut que chacun sache ce qu'il a le droit d'utiliser et comment il a le droit de l'utiliser. Et donc, c'est la lutte contre le Shadow IA qui passe à travers notamment une politique d'utilisation de l'IA au sein de vos organisations. Et on va en parler un peu après, la formation, qui là n'est pas une simple recommandation, mais d'ores et déjà une obligation légale pour les employeurs de former l'ensemble de leurs collaborateurs, non pas à l'IA, non pas au droit de l'IA, mais à la maîtrise des risques de l'IA. Et c'est un peu le fil conducteur de ce webinaire et en tout cas de cette table ronde. Et c'est la raison pour laquelle, avec Vincent, on avait souhaité commencer par cette notion de Shadow IA.
Et peut-être un chiffre pour mesurer l'impact du Shadow IA. Je crois que c'est autour d'un salarié sur trois qui utilise l'IA en entreprise qui ne le dit pas à son employeur. Donc, dans vos cabinets, potentiellement, vous avez sans doute pas mal de personnes qui utilisent l'IA sans vous le dire. Donc, Shadow IA, obligation de formation. L'obligation de formation, elle émane du règlement européen sur l'intelligence artificielle, dont on va reparler dans quelques minutes. Sabine, il y a un autre sujet en termes de risque qui vient assez vite, c'est le secret des affaires. Effectivement, dans tous les cabinets d'experts comptables, il y a un grand nombre d'informations qui concernent bien sûr la gestion du cabinet lui-même, qui doivent être protégées, mais beaucoup d'informations qui concernent les clients du cabinet. Et donc, c'est, comme vous le savez, une obligation forte pour tous les métiers de conseil que de conserver ces informations confidentielles. Or, dans une utilisation de l'IA, il y a des risques effectivement de communiquer des données qui concerneraient les clients pour, par exemple, faire une synthèse, rechercher des informations. Et pour éviter ces risques, il faut avoir déjà une conscience du fait que les informations qui sont utilisées dans les systèmes d'IA vont être communiquées dans un système d'information et a priori, cela va dépendre des conditions générales, mais a priori, va être communiqué à un tiers. Donc, c'est une possible rupture de la confidentialité, donc du secret professionnel et peut-être même une atteinte à un autre niveau au secret des affaires des entreprises qui sont vos clients. Donc, pour cela, et c'est ce que l'on a cherché à faire dans le cahier, il ne faut pas être fataliste, il faut comprendre les mécanismes, il faut, comme l'a dit Virginie, maîtriser l'IA et permettre à tous les collaborateurs, utilisateurs, soit de façon professionnelle, soit en utilisant le Shadow AI, de comprendre les possibilités de fuite d'informations. Et donc, pour cela, il y a des solutions, comme l'a évoqué Virginie. Il y a beaucoup de solutions. Déjà, il y a l'obligation, depuis que le règlement sur l'IA a été adopté en juin 2024, il y a l'obligation de former tous les collaborateurs. Mais après, il y a d'autres moyens, il y a des échanges avec eux pour trouver les règles adaptées et élaborer des chartes internes et dans certains cas rendre ces chartes obligatoires, ce qui crée une obligation supplémentaire en plus, par exemple, du contrat de travail pour l'objet, c'est vraiment de les sensibiliser a priori avant de penser à sanctionner, c'est sensibiliser les utilisateurs. Absolument. Et on reparlera un petit peu plus en détail de la charte IA, des bonnes pratiques dans la deuxième partie. Donc, il y a le secret des affaires, il y a d'autres risques également liés à la propriété intellectuelle. Oui, donc en fait, les informations vont être protégées par différents mécanismes et peuvent faire l'objet d'une appropriation de droits d'auteur, il peut s'agir de brevets, etc. Donc, c'est un risque d'utiliser ces informations, par exemple des extraits d'un ouvrage, des reproductions d'images, de vidéos, sans l'autorisation préalable, parce que ces informations, encore une fois, sont susceptibles d'être visibles par des tiers, d'être communiquées à des tiers, dès lors que les systèmes d'IA sont interrogés par d'autres personnes ultérieurement. Et donc, là encore une fois, il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'être conscient de l'utilisation des informations qui sont protégées, soit par le secret professionnel, soit par un outil de propriété intellectuelle.
Et ce qu'on peut en déduire, du coup, c'est que potentiellement, sur le site internet d'un cabinet d'expertise comptable, il y a parfois du contenu pertinent sur des articles, des mémos, etc. Demain, il est tout à fait envisageable qu'une IA, enfin même pas demain, hein, c'est déjà un peu le cas, les IA utilisent ce contenu qui est public sur les différents sites internet sans forcément demander l'accord aux propriétaires du site. Oui, c'est ce qu'on appelle le web scrolling, c'est-à-dire que les systèmes d'IA ont besoin de bases de données extrêmement importantes pour nourrir leur système, les entraîner, et donc ont tendance, ces fournisseurs d'IA ou certains ont tendance à utiliser toutes les informations accessibles sans se préoccuper nécessairement des droits d'auteur. Alors aujourd'hui, les règles classiques de protection de la propriété intellectuelle s'appliquent, mais c'est assez complexe pour les auteurs, même s'il y a une exception, leur accord doit être demandé, c'est très complexe de suivre ces aspirations, si j'ose dire, de données. Et donc, il y a aujourd'hui beaucoup de débats et des litiges au niveau international qui sont en cours. Et on attend, déjà peut-être des décisions, mais surtout des solutions qui permettraient de trouver un équilibre entre l'utilisation licite et la protection des droits des créateurs en général. Merci. Et du coup, si on revient au cabinet, on détient pas mal de données. D'ailleurs, on a consacré une petite section dans le cahier à ce sujet. On a des données comptables, financières. On a également pas mal de données pour la paye, pour les ressources humaines, pour les missions donc sociales. Ces données, souvent, sont des données personnelles. Sabine, que peux-tu nous dire sur ce sujet? Quels sont les enjeux? Alors, les cabinets d'expertise comptable ont l'habitude de traiter des données concernant des personnes, ça peut être des collaborateurs, par exemple, ses propres collaborateurs, mais aussi ceux de ses clients pour établir les fiches de paye. Le RGPD exige la confidentialité de ces données, notamment parmi ses obligations. Je pense que les cabinets d'expertise comptable sont aujourd'hui familiers avec les règles majeures du RGPD. L'objet aujourd'hui dans notre cahier n'est pas de rappeler ces règles qui sont connues, mais de remettre en lumière qu'en fait, l'usage de l'IA doit prendre en compte ces règles et qu'il faut maintenir la sécurité, la confidentialité, le droit d'accès. Et donc, cela nécessite une maîtrise de l'usage dès lors que vous avez des données personnelles qui sont traitées. Et ça me permet de faire la transition également avec le sujet du secret professionnel que vous connaissez tous. Sur cette question, l'Ordre des experts comptables avait clairement indiqué dans une publication il y a un an lors du précédent congrès qu'il ne faut pas déposer de données confidentielles type bulletin de paye, DSN, FEC ou email non anonymisés sur des solutions d'IA comme ChatGPT. Et donc toutes ces réflexions sur la déontologie, sur nos règles d'éthique, je me tourne vers toi, Virginie, maintenant. Quels sont les enjeux? Tu es avocate, donc tu connais bien le sujet également dans ta profession. Oui, merci Sabine, merci Vincent. Je voudrais juste au préalable revenir sur la charte d'utilisation de l'IA ou politique d'utilisation de l'IA. Parlons plutôt de politique dans un premier temps, puisque l'objectif, comme le disait très bien Sabine, n'est pas immédiatement de sanctionner les collaborateurs pour un mésusage de l'outil. En revanche, ce qu'il est conseillé en pratique, c'est dans votre charte des systèmes d'information d'intégrer un article sur l'utilisation de l'IA dans vos cabinets qui renverra à la politique. Donc, qui ne sera pas en soi
une annexe à votre règlement intérieur et donc n'en suivra pas le régime d'info-consultation de règlement intérieur ou de la charte des systèmes d'information, mais néanmoins, vous arriverez à faire le lien entre votre charte, donc le règlement intérieur et les sanctions disciplinaires éventuelles associées, et votre politique que vous pourrez faire évoluer en fonction de l'évolution à la fois des techniques et des pratiques au sein de votre organisation. Par rapport à ChatGPT, oui, c'est interdit si vous n'avez pas un outil adapté à votre organisation. Vous pourrez, c'est pour ça qu'il faut lutter contre le Shadow IA. Maintenant, rien ne vous empêche dans vos cabinets de contractualiser soit avec Google pour Gemini, soit si vous avez les outils Microsoft pour Copilot AI, soit avec OpenAI pour ChatGPT, pardon, pour avoir des outils propres à votre cabinet d'expertise comptable et donc avec votre propre espace dans lequel vos données ne seront pas utilisées pour le réentraînement des outils. Là où je voudrais attirer votre attention, vous êtes probablement tous sur LinkedIn. Vous avez vu depuis 15 jours, 3 semaines, tous ces partages d'informations qui nous dit que LinkedIn, sauf opposition de notre part, va utiliser nos posts pour entraîner ses propres algorithmes. Je suis intimement persuadée que la très grande majorité d'entre vous n'a pas cherché, ne serait-ce qu'à voir comment faire opposition. Et donc, d'un côté, ça nous perturbe pas plus que ça, et de l'autre côté, on crie au loup dans sa propre organisation. Alors qu'à titre personnel, quand on nous donne la possibilité de faire opposition, sincèrement, c'est 2 écrans. Hein. En 2 clics, vous pouvez faire opposition sur LinkedIn. Là où je veux faire le lien, c'est pas pour donner un jugement de valeur ou autre, c'est pour vous redire que il y a quand même un risque dans vos cabinets si tout ça n'est pas formalisé, documenté, formé, que personne ne voit trop le problème quand ce sont pas ses propres données, on va dire personnelles, qui sont impactées. Et pour en revenir aux règles déontologiques, l'utilisation de l'IA, avant même de parler du secret professionnel, on a tous, experts comptables comme avocats, parmi nos règles déontologiques, le devoir de compétence. C'est-à-dire que le devoir de compétence, il n'a jamais été aussi pertinent qu'avec l'essor des outils d'IA générative qui sont d'une puissance, quand on sait les maîtriser, quand on sait prompter, absolument incroyable. Et donc, ce devoir de compétence nous amène à se redire encore et encore qu'on ne doit pas utiliser l'IA pour prodiguer des conseils sur des sujets juridiques, comptables, pour lesquels l'avocat, l'expert comptable ici, n'a pas de connaissances ou d'expertise suffisante. Ça, c'est vraiment le point de départ. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans notre matière, quand on n'est pas hyper spécialisé, il y a un énorme risque à ce moment-là de faire des erreurs et qui vont engager la responsabilité professionnelle de l'avocat, ici de l'expert comptable, dans le cadre de l'utilisation de l'IA. Et donc vraiment, le devoir de compétence, c'est la première chose à avoir avec vos équipes dans le cadre du respect de vos règles déontologiques. On reviendra après sur le Patriot Act. Moi, je veux bien qu'on soit complètement paniqué du CLAD Act et du Patriot Act, mais je pense que dans la plupart de vos organisations, de toute façon, vous utilisez déjà la suite Microsoft. Donc, attention ici, c'est-à-dire s'empêcher d'utiliser des outils d'IA, que ce soit Gemini ou ChatGPT, à cause de cet argument-là, alors que de toute façon, vous l'utilisez déjà au quotidien. Et oui, à partir du moment où on travaille avec des entreprises américaines, oui, il y a un risque évident
que les données sont aux États-Unis et puissent un jour être accédées par des agences américaines. Mais de toute façon, on n'a pas d'autres outils en Europe pour le contrecarrer et c'est déjà quelque chose risque que vous prenez déjà en utilisant soit la suite Microsoft, soit la suite Google. Donc finalement, le fait de prendre un outil professionnel, avoir votre propre RAG, que ce soit sur Google Gemini ou sur ChatGPT, entre nous, ça changera pas grand-chose. En revanche, interdire pour interdire, qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire qu'ils vont utiliser les outils, eux, qui sont complètement ouverts sur leur téléphone parce que oui, ce sont des outils ultra puissants, vraiment qui ont révolutionné nos pratiques. Et si vous ne décidez pas de devenir des experts comptables augmentés, alors oui, vous serez remplacés. Vous ne serez pas remplacé par l'IA, vous serez remplacé par d'autres experts comptables dits augmentés. Il est là votre risque. Et donc, il faut travailler sur ce sujet-là. Et si vous êtes là ce matin, c'est que de toute façon, vous en êtes déjà conscient et que vous voulez aller de l'avant sans effectivement faire d'erreur dans le choix de l'outil ou des outils d'IA que vous allez prendre et le respect de vos règles déontologiques. Donc, le premier d'entre eux, c'est le devoir de compétence. C'est celui qui évitera que votre responsabilité professionnelle soit recherchée. Tout de suite, sur la responsabilité professionnelle, il faut se poser deux questions, peut-être en lien avec votre ordre, c'est-à-dire est-ce que mon contrat de responsabilité civile professionnelle couvre les risques liés à l'utilisation de l'IA? Si oui, à quelle hauteur? Suis-je suffisamment assuré? Voilà. Et ça, il faut vraiment que vous preniez le point dans vos cabinets d'expertise comptable et avec votre ordre. On a la même difficulté chez les avocats. Est-ce que l'on est, oui ou non, assuré correctement parce qu'on utilise l'IA? Alors évidemment, pour pouvoir être assuré, par ailleurs, il faut avoir été transparent. C'est-à-dire que vous devez nécessairement informer vos clients que vous utilisez des outils d'IA lorsque vous rendez une prestation inlivrable. Donc, ça peut être dans vos conditions générales de prestation de service que vous annexez à vos conventions d'honoraires. Ça peut être sur votre site web. Ça peut être à différents endroits. Ça peut être au verso de vos factures. Mais en tout cas, devoir de compétence. Est-ce que ça, j'ai bien formé mes collaborateurs sur ce point-là? Deux, est-ce que je suis assurée? Et oui, si je suis assurée, quelles seraient mes clauses d'exclusion et notamment le fait de ne pas avoir informé vos clients ou vos partenaires du fait que vous utilisez de l'IA. La transparence est au cœur de la réglementation sur le règlement de l'intelligence artificielle, en tout cas pour vos organisations. Beaucoup de dispositions du RIA ne vous concernent pas. En revanche, celui sur la formation et celle, sur la transparence vous concerne directement. Donc, devoir de compétence, transparence dans la relation expert-comptable client, dans vos relations avec les tiers. La question, on l'a vu, de la responsabilité, puisqu'évidemment, vous serez responsable en cas d'une mauvaise utilisation de l'IA, en tout cas d'une réponse qui serait fausse. Donc, est-ce que ma couverture d'assurance professionnelle existe? Ce sont vraiment des sujets sur lesquels vous devez travailler en interne et avec votre ordre professionnel. En tout cas, au niveau des avocats, vous pouvez vous inspirer déjà de l'exemple américain et notamment du barreau de Floride et du barreau de Californie qui ont pris déjà
des positions, donc comme le disait Sabine, sur la confidentialité des informations du client, sur le fameux devoir de compétence, tout ce que je viens de vous dire. Donc barreau de Floride et barreau de Californie. Et puis vous pouvez regarder aussi au niveau des avocats. Au niveau de l'Union internationale des avocats, on en parle dans le cahier. C'est l'institution qui, pour l'instant, a pris de plus de positions au niveau des avocats, au niveau mondial, tout à fait transposable pour les experts comptables, où on a toute une liste d'obligations en lien avec le respect de la déontologie, et vous retrouvez ces obligations dans le guide. Je comprends parfaitement et je vois les messages sur la crainte que les GAFAM réutilisent vos données. Comme quelqu'un le disait, c'est probablement déjà le cas. Et c'est si vous ne prenez pas le sujet à bras-le-corps, et donc si vous ne luttez pas contre le Shadow AI, c'est là où vous aurez de gros problèmes en termes de responsabilité professionnelle, à travers le devoir de compétence et le respect du secret professionnel. Donc, il faut s'y mettre et il faut choisir l'outil, et le bon outil en lien avec vos collaborateurs. Ou alors, on prend les deux, le Gemini et le ChatGPT. Parce que il me semble, en revanche, en termes de coût, je pense que c'est plus intéressant que de prendre des logiciels juridiques du marché qui sont extrêmement chers. Et dans un premier temps, il vaut mieux travailler avec votre documentation et la puissance de ces outils-là. Merci Virginie. Alors, on commence à avoir un certain nombre de questions dans le chat. Certaines d'entre elles seront adressées dans la deuxième table ronde. Donc, on les garde bien au chaud. On a donc fait un peu le tour des premiers risques. Il y en a encore, je me tourne vers Sabine, c'est tout ce qui est lié au risque cyber, au RGPD. Ça, c'est un risque extrêmement important. Alors, à ce stade, on n'est pas là pour vous faire peur, on est là pour mettre en évidence les risques, et on viendra assez vite sur les bonnes pratiques à adopter. Alors, Sabine, ton micro est coupé. Bon, merci Vincent. Donc en fait, j'ai vu que certaines questions disaient mais pourquoi parler des risques? C'est très inquiétant. Parce qu'en fait, à un moment, je pense qu'il faut s'intéresser aux risques pour mieux les comprendre et pour trouver des solutions. Donc c'est une phase incontournable. Mais il y a beaucoup de solutions. Sur la cybersécurité, oui. Donc la cybersécurité, c'est bien sûr la confidentialité, mais c'est beaucoup plus large. Donc, cette obligation, elle est présente dans le RGPD, et elle est de manière opérationnelle. C'est une nécessité que d'assurer l'intégrité des données, leur disponibilité et bien sûr leur confidentialité. Donc, le fait d'utiliser ces outils nécessairement va poser la question de la sécurité, c'est-à-dire à deux niveaux. Déjà, dans le cabinet, quelles sont les données que je peux partager, comme cela a été évoqué par Virginie à l'instant, et plus largement, si mes données sont communiquées, quelles sont les garanties que je peux avoir de la part des fournisseurs de systèmes d'IA. Alors, bien évidemment, une partie de vous retrouverez leurs obligations dans les conditions générales, qui sont elles-mêmes difficilement négociables, qui sont elles-mêmes variables, puisqu'elles évoluent dans le temps. Donc, c'est peut-être plus simple que de travailler à la source, de savoir quelles sont les données, comment la sécurité est assurée dans votre propre cabinet, plutôt que de s'intéresser à la sécurité, ce qui est important, mais
sur lequel nous avons beaucoup moins de leviers, s'intéresser à la sécurité des systèmes d'IA. Donc, le fait d'utiliser des outils ne limite pas la responsabilité du cabinet. Et donc, pour ça, il faut chercher des solutions. J'ai vu une question sur l'anonymisation. Le fait d'anonymiser de façon, je dirais, d'un premier niveau, d'enlever les noms dans un contrat, par exemple, dans les fiches de paye, peut-être que cela est une bonne précaution, mais ça ne suffit pas parce que les systèmes vont pouvoir retrouver d'autres éléments indirects comme l'ancienneté, comme le lieu le quartier de résidence, etc., et repersonnaliser les données. Donc, en fait, il faut faire un travail un peu plus conséquent sur une véritable réflexion sur la confidentialité. Vincent, si vous en êtes d'accord, je voudrais rebondir sur les aspects de cybercriminalité. Là, on était dans le cas où Sabine vous présentait, c'est-à-dire où les données de vos clients ou les données de votre cabinet seraient réutilisées de manière malveillante. Bon, entre nous, le risque existe déjà avec ou sans utilisation de l'IA. Si votre cabinet n'est pas bien sécurisé sur le plan de la sécurité informatique, et c'est probablement la raison pour laquelle la très grande majorité d'entre vous, et à juste titre, ont leur serveur chez Google ou chez Microsoft, car il y a quand même moins de risques que ces serveurs-là soient attaqués que les vôtres si c'était sur vos propres serveurs. Moi, là où je voudrais en revenir avec la cybercriminalité, c'est par rapport au métier même que vous exercez. L'IA va pas créer à date de nouvelles infractions pénales. En revanche, ce qui va se produire, et c'est déjà le cas, c'est que les escrocs, les pirates informatiques, grâce à l'IA, vont pouvoir automatiser leurs attaques, notamment leurs attaques de phishing. Elles vont pouvoir encore plus les développer à grande échelle. Donc, c'est tout ce qui va être automatisation. L'IA va leur permettre aussi d'être beaucoup plus performants au niveau de la contextualisation des emails, donc tout ce qui va être ingénierie sociale. Et puis, on a tout ce qui est deepfake, notamment aujourd'hui avec le visage ou avec la voix. Et là où vous devez être extrêmement vigilant, c'est-à-dire c'est les fameuses fraudes au président, où les cabinets d'avocats, mais surtout les cabinets d'experts comptables sont soit les premières victimes, soit c'est votre identité qui est utilisée pour faire croire à vos clients que c'est vous qui êtes en train de communiquer avec eux, ou à l'inverse, vous pensez que vous communiquez avec votre client alors qu'en fait vous êtes en train de communiquer avec un escroc. On est quand même très loin des attaques qu'on appelait des escroqueries à la nigériane dans les années 2000. On est passé sur des attaques par phishing vraiment hyper pointues. Et là, avec l'IA, ça va prendre des conséquences, voilà, une importance une acuité très importante grâce à ces outils. Et donc là, à nouveau, faire preuve d'énormément de vigilance, de former absolument tout le monde au risque cyber, mettre en place dès 2026 une fausse campagne de phishing dans votre entreprise pour voir comment vos collaborateurs réagissent. Est-ce que oui ou non ils ont cliqué sur le lien? Est-ce que oui ou non ils ont ouvert la pièce jointe? Est-ce que oui ou non ils ont procédé au paiement, voire au virement? Voilà, il faut que vous ayez une photographie du risque dans votre entreprise, et le plus simple et le moins cher et le plus efficace dans un premier temps, c'est de mettre en place une fausse campagne de phishing.
peut-être établie grâce à des outils d'IA pour montrer la puissance de ces outils lorsqu'elle est utilisée par des escrocs. Mais il faut que, pareil, en termes de responsabilité, vous puissiez démontrer que vous avez formé, testé, identifié, documenté, corrigé des mauvaises pratiques. Donc voilà, je vous invite à mettre en place dans vos cabinets ces fausses campagnes de phishing, avec l'aide, si besoin, de sociétés spécialisées qui correspondent exactement à votre activité. Comme je le disais, je me répète un petit peu, mais c'est très important pour que vous puissiez avoir une photographie déjà des premiers personnels chez vous qui sont tombés dans les pièges que vous allez leur tendre. Et ensuite, pour comprendre pourquoi certains sont tombés dans le piège, pourquoi d'autres ne sont pas tombés dans le piège, et donc alerter, former. Votre obligation, elle est vraiment à ce niveau-là, former, documenter, contrôler. Merci Virginie. Sabine, tu voulais réagir avant qu'on passe sur l'IA Act? Oui, alors je voudrais ajouter une note d'optimisme aux précautions très intéressantes proposées par Virginie, c'est que l'IA représente effectivement une évolution des risques, mais l'IA aussi représente une solution en matière de cybersécurité, c'est-à-dire que les professionnels, vos propres conseils, les éditeurs de logiciels de sécurisation des données vont intégrer des systèmes d'IA pour rendre ces systèmes et les détections de failles plus efficaces. Donc voilà, c'était un mot d'optimisme. Parfait. Alors, pour terminer sur cette première table ronde, on voulait faire un petit retour sur le règlement européen de l'intelligence artificielle, le RIA, également appelé en anglais l'IA Act. Et Sabine, tu as bien planché sur la question. On a notamment dans le cahier une section en page 16 et 51 qui sont dédiées. Que peux-tu nous dire sur ce texte? Donc, merci Vincent. En quelques mots, ce règlement qui a été adopté en été 2024, on en parle beaucoup, mais il semble qu'il ne soit pas encore très connu par les entreprises. Donc, il ne concerne pas seulement les éditeurs de systèmes d'IA, mais il concerne toutes les entreprises qui sont au sein de l'Union européenne et toutes celles dans le monde qui utilisent des données de personnes se trouvant dans l'Union européenne. Donc, c'est un règlement donc très fort. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est un règlement de produits, c'est-à-dire qu'il dit que, en gros, s'il y a justement présente des risques, eh bien, les entreprises qui le développent, donc qui s'appellent les fournisseurs ou qui l'utilisent, les déployeurs, eh bien, toutes ces entreprises sont concernées par certaines obligations. Alors, en quelques mots, le mécanisme du RIA, c'est qu'en fait, la Commission européenne, le législateur a considéré que toutes les entreprises devaient faire une analyse des risques préalables, une évaluation des risques pour savoir si les systèmes présentent des risques inacceptables, des risques importants, des risques moyens ou faibles. Et dans le texte lui-même, nous avons une indication de ces 4 niveaux de risque auxquels s'ajoute une autre catégorie, je vais y revenir. Donc, il y a les risques inacceptables, c'est-à-dire par exemple des systèmes de notation sociale ou des systèmes qui utiliseraient les émotions dans le monde du travail, ainsi que d'autres. Donc, quand ces risques sont considérés comme inacceptables parce que contraires aux droits humains, eh bien, c'est simple, il est interdit de les utiliser, de les développer, et cela depuis février 2025. Après, il y a une deuxième catégorie, les hauts risques. Ceux-là peuvent nous intéresser dans le cadre d'un cabinet d'experts comptables, c'est qu'il s'agit des risques concernant, par exemple, des systèmes de recrutement qui utilisent l'IA ou des systèmes de santé
Et donc, dans ces cas-là, ce n'est pas interdit, mais le RIA impose un certain nombre d'obligations, qui sont des obligations de gouvernance des données, des obligations de transparence, des obligations de documentation technique, des obligations de robustesse, de cybersécurité, encore une fois, etc. Et vous retrouverez toutes ces obligations détaillées dans le cahier. Alors, il y a ces 4 niveaux de risque, et puis je ne l'ai pas dit, mais les risques moindres vont limiter les obligations à une obligation de transparence vis-à-vis des collaborateurs et des clients. Il existe une autre catégorie, c'est les catégories des systèmes d'IA à usage général. Là aussi, donc en fait, les grands systèmes d'IA qu'on utilise ne rentraient pas dans ces catégories systématiquement, et donc ils vont être, suivant les cas, soumis à des obligations qui vont ressembler à celles des systèmes à haut risque. En quelques mots, c'est plus subtil, mais vous trouverez dans le cahier. Donc, et puis pour tout, si je résume, pour tous les systèmes d'IA, ceux que vous allez utiliser dans vos cabinets et ceux que vous allez, par exemple, adapter, eh bien, vous avez une obligation de faire cette évaluation des risques, a priori, dès le départ, by design. Et puis, il y a l'obligation sur laquelle déjà nous avons insisté avec Virginie, cette obligation de maîtrise que l'on va appeler dans la vie de tous les jours la formation, sensibilisation. Et donc, voilà, en quelques mots, c'est un règlement qui s'applique déjà en partie depuis février 2025 et qui vise à responsabiliser les organisations dans leur usage des systèmes d'IA. Merci Sabine. Virginie, en quelques mots, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Quel est l'impact pour les CSE de tout ce qu'on vient de dire? Parce Oui. qu'on a dans les cabinets, on peut avoir des CSE en interne ou on peut avoir des clients CSE. Oui, alors ça me permet de rebondir sur une des pratiques interdites que vous a cité Sabine, celle sur l'interdiction des outils d'IA qui permettent la détection des émotions dans le monde de l'enseignement ou dans le monde de l'entreprise. Très rapidement, un exemple d'outil. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous utilisent, lorsque l'on est en visioconférence, on va déclencher l'enregistrement, on va prévenir les uns et les autres que la visioconférence est enregistrée. Et puis, l'outil, on peut aussi déclencher l'outil qui va permettre d'avoir un premier compte-rendu écrit de la réunion. Sachez que certains outils qui viennent s'accoler à ces outils de compte-rendu automatique de réunion permettent de lire les émotions des participants à la réunion. Notamment si la caméra est enclenchée, ils vont pouvoir voir les réactions sur les visages, ils vont pouvoir analyser la voix et dire Virginie était ce jour-là peu concentrée, elle ne semble pas avoir correctement participé à la réunion. Vincent était un tant soit peu agressif et puis Sabine était très perturbée. Virginie avait l'air de dormir, elle a fermé les yeux. Vincent a eu la voix un peu trop élevée. Sabine avait des sanglots dans la voix. Et donc en fait, l'outil va permettre d'avoir les émotions et ça va transparaître dans le compte-rendu avec les commentaires que je viens de vous dire, points d'exclamation, ça va écrire en gras. Ça, c'est interdit. Mais il faut savoir que parfois, sans le savoir, vous allez déclencher cet outil, d'où la lutte contre le shadow AI. Et pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que chez un de nos clients, en réunion CSE, donc je fais le lien, il s'avère que quelqu'un s'est rendu compte qu'il y avait un participant qui n'était pas invité. En fait, c'était l'outil de compte-rendu automatique de réunion qui était bien présent, ça se voit. Vous avez un participant supplémentaire et en fait, ce qui se passait, c'est que un des invités
à la Réunion avait un compte Google, que à une précédente réunion, il avait enclenché l'outil de compte-rendu automatique. Donc, cet outil s'est invité automatiquement à la réunion et il s'avère que cette personne-là, à titre personnel, avait en plus testé l'outil, en l'occurrence Read AI, qui donc lit les émotions. Et tout ça s'est passé dans une réunion CSE, qui évidemment s'en est rendu compte. Donc, patatras, drame, etc. Alors, pourquoi drame? Parce que lorsque vous déployez un outil d'IA dans votre cabinet ou vos clients qui le feraient et puis qui vous en parleraient, le déploiement d'un outil d'IA peut être considéré comme l'introduction d'une nouvelle technologie dans l'entreprise. Et si on est bien dans les critères de l'introduction d'une nouvelle technologie dans l'entreprise, dont la définition figure dans une circulaire de la Direction du travail de 1984. Alors oui, mais c'est tellement bien rédigé, c'est écrit c'est neutre technologiquement. Donc cette circulaire fonctionne très bien aujourd'hui en 2025, quand bien même elle date de 1984, mais elle est neutre technologiquement, donc s'adapte totalement aux outils d'IA. Et donc ça fait que si votre outil d'IA est considéré comme une nouvelle technologie introduite dans l'entreprise, vous devez nécessairement passer par la procédure d'information-consultation du CSE. Si vous ne le faites pas, le CSE peut saisir en référé le juge pour, d'une part, faire stopper l'utilisation de l'IA et en plus demander des dommages d'intérêt pour entrave à son action puisque vous n'aurez pas mis en œuvre la procédure d'information-consultation du CSE. Donc, on voulait aussi vous montrer que l'IA, c'est à la fois du droit du travail, c'est à la fois du droit de la protection des données personnelles, c'est à la fois du droit de la cybersécurité, lutte contre la cybercriminalité, c'est à la fois également du règlement sur l'intelligence artificielle, en tout cas pour certains articles qui vous concernent. Et moi, je vous invite à vous approprier tout d'abord l'article 50 sur l'obligation, les systèmes d'intelligence artificielle avec obligation de transparence. Voilà. Avant vraiment de vous poser à juste titre toutes les questions sur nos amis américains et leur gouvernement actuel, il y a déjà beaucoup à faire à notre niveau déjà pour bien sécuriser l'utilisation de ces outils qui sont une chance pour vos cabinets, pour vos collaborateurs. Je le redis, il y a 4 métiers qui résisteront à l'IA. Les décideurs, que ce soit au niveau de l'entreprise, quelle que soit sa taille, évidemment des gouvernants, les décideurs. Les métiers de contact, ce qu'on appelle les contacteurs, eux ne seront pas remplacés. Le peintre en bâtiment, l'infirmière, le kiné. En revanche, pour les radiologues, c'est mort, vous voyez, c'est terminé. Dans la santé, les radiologues, c'est terminé. Le kiné, lui qui palpe, qui touche, il continuera. Ensuite, dans nos métiers à nous de prestations intellectuelles, ceux qui survivront, ce sont les hyper spécialistes. Donc, continuez à être des hyper spécialistes. Et les troisièmes, c'est les créatifs, les vrais créatifs. Ces 4 métiers-là ne seront pas remplacés par l'IA. Nous, dans les prestations intellectuelles, on est les premiers métiers qui vont être touchés. Et donc, la seule façon de résister, c'est l'hyperspécialisation et d'être des experts comptables augmentés. Voilà. Et donc, on a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir ces formations, des gens comme Vincent. Vous avez beaucoup de chance d'avoir l'académie, votre ordre, qui est vraiment sur les métiers du chiffre, comparé aux métiers du droit, bien plus en avance que ce qui peut exister dans d'autres professions. Merci beaucoup, merci Virginie, merci Sabine pour ce témoignage. Alors vous restez avec nous, on va bientôt passer sur la deuxième table ronde en guise de transition.
Je voulais également vous préciser que l'Académie a organisé un colloque en mars dernier qui est disponible en replay si vous avez envie de creuser un petit peu plus le sujet du règlement européen sur l'IA. On retrouve d'ailleurs Sabine dans une des interventions. Et lors de la création de ce cahier, lors de nos travaux, nous avons eu la chance d'interroger Félicien Vallet, qui est le responsable IA de la CNIL. Félicien Vallet qui nous a donc a répondu à nos questions, et je voulais reproduire une citation qui est dans le cahier et qui, à mon sens, est assez importante à avoir en tête et qui va sans doute nous guider sur la suite de ce webinaire. C'est le risque est inhérent au monde numérique. L'enjeu n'est pas de l'éliminer totalement, car c'est impossible, mais plutôt de le réduire à un niveau raisonnable et acceptable. Alors, cet entretien, je vous invite à le consulter dans notre cahier en page 69. Il est beaucoup plus long, il y a plein d'autres choses qui sont dites. On va passer maintenant à la deuxième partie avec Sabrina et Romain. Et peut-être en guise d'introduction, Romain, toi qui côtoies des experts comptables, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu où en sont les cabinets aujourd'hui dans l'intégration avant qu'on parle de tous les enjeux autour de la gestion des risques? Merci Vincent, merci Sabine et Virginie pour vos interventions. Alors effectivement, moi, dans le cadre de mon activité, je forme notamment beaucoup d'experts comptables, de commissaires aux comptes, et donc j'ai l'occasion d'échanger avec eux, de les former sur l'intégration LIA et de voir où on en est à date dans l'intégration LIA en interne dans les cabinets d'expertise comptable. Ça fait maintenant 2 ans que je fais ces formations-là. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Depuis 2 ans, les sujets ont beaucoup évolué. Ça veut dire, il y a 2 ans, la question n'était pas vraiment de savoir où on en était, mais c'était de savoir comment on y allait, est-ce qu'il fallait y aller, de quelle manière, etc. Maintenant, on a pas mal évolué sur l'intégration dans les cabinets d'expertise comptable. J'ai fait encore une formation vendredi dernier. Tous sont partants pour y aller. Le sujet, c'est que souvent, on le voit, hein, il y a quand même des risques qui sont inhérents à la technologie et donc il y a des inquiétudes. La plupart des temps, les gens attendent la formation. Pour autant, je dirais que maintenant, environ peut-être 50% des cabinets d'expertise comptable ont au moins un sujet de réflexion qui est en cours sur l'intégration. Ils sont toujours à la réflexion de savoir vraiment sur quelle partie de leur activité il va y avoir une intégration. Le sujet, et tout à l'heure Virginie l'a abordé, c'est au niveau de la typologie des outils. Il y a 2 catégories. C'est soit la première solution, c'est souvent un copilot en interne, parce que la plupart des cabinets d'expertise comptable ont Microsoft. Donc en fait, ils vont prendre un outil qui est déjà existant et il va y avoir une intégration, une fonctionnalité IA qui va être ajoutée. Ou la deuxième solution qu'on voit quand même de plus en plus, parce qu'il y a pas mal de responsables, le RSI en interne dans les cabinets d'expertise comptable qui veulent garder la maîtrise, et donc il y a des outils en interne qui sont créés. C'est un peu les 2 typologies à date que je vois d'intégration. Bien sûr, après, il y a toujours des cabinets d'expertise comptable qui sont un peu à part, où l'intégration des fois et l'agilité est plus importante et donc l'intégration d'outils est plus importante. Moi, le point que je voulais rappeler, c'est que de manière générale, sur l'IA, il n'y a que 2 solutions dans l'intégration des outils. Ça va être soit une intégration par des outils qui étaient déjà existants, parce que par des questions des fois de connaissance des acteurs du métier, etc. On va par exemple pour un outil métier intégrer, si vous avez Sage par exemple, le Copilot de Sage, parce qu'en fait vous connaissez l'outil, donc vous avez confiance à la sécurité de données qui était déjà présente. Soit vous allez aller chercher des nouveaux éditeurs, et c'est là où les questions vont se poser. C'est ce qu'on va aborder notamment au cours de notre table ronde, comment s'assurer de l'intégration des outils. Mais si je devais résumer, à date, je dirais que 50% des cabinets ont déjà intégré. Le reste est dans la réflexion de savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, on se rend compte quand même que le sujet, il est très numérique, mais il est aussi très managérial. Et on se rend compte que c'est l'humain maintenant qui est nécessaire. Ça veut dire sur quelle mission, comment l'intégrer, quelle est la plus-value, quel outil choisir. Donc, le 50% restant est dans cette étape-là. Alors, ce que je vous propose, c'est avant de rentrer dans le pur concret, c'est qu'on commence par expliquer pour nos auditeurs, pour un dirigeant de cabinet aujourd'hui, avant même de rentrer dans le choix de l'outil, dans la sélection de l'outil,
comment je fais pour intégrer les différents risques que Sabine et Virginie nous ont expliqués jusqu'à présent? Comment je les intègre de manière générale, de manière macro? Et peut-être une première question, Sabrina, c'est est-ce que dans le cabinet, il faut interdire, autoriser ou trouver un juste équilibre entre les deux? Alors c'est vrai que cette question-là, je pense qu'on aurait pu se la poser il y a 2 ans. Aujourd'hui, même si on l'interdit, je pense qu'on aurait de grands risques à prendre cette décision. On le voit bien avec ce qu'avait expliqué Virginie sur le Shadow IA. Aujourd'hui, nous, les nouveaux collaborateurs que l'on recrute, souvent ils sont jeunes, souvent, on va dire 99% du temps, ils l'utilisent déjà dans leur quotidien et donc forcément, ils le mettent en pratique dans le cadre professionnel. Donc, on n'est plus à la question de savoir si dois-je l'interdire ou pas. Donc, on a conscience qu'il est présent aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est d'établir des règles pour que chaque collaborateur puisse avoir conscience de comment l'utiliser. Et là, ça va passer par la formation, de la sensibilisation, mais aussi par le cadre d'une charte qu'on a parlé tout à l'heure, que Sabine et Virginie ont parlé, la charte IA. Dans cette charte IA, on va retrouver toutes les informations qui vont être nécessaires aux collaborateurs sur est-ce que je peux utiliser l'IA, quelle IA je peux utiliser, quels sont les risques de l'IA, c'est-à-dire qu'elle peut halluciner, elle peut commettre des erreurs, il peut y avoir des biais, et de réglementer un peu toute cette procédure. Alors, nous, ce qu'on a mis en place, donc dans le cahier, on vous a proposé un modèle de charte IA, de un peu tout le contenu qu'il faut avoir à l'intérieur. Au sein de mon entreprise, nous, on a pris la décision de l'intégrer dans notre charte informatique. Alors, on l'appelle communément la charte informatique, mais de manière plus large, c'est la charte des systèmes d'information, parce qu'aujourd'hui, on a plus simplement un ordinateur, on a un téléphone professionnel, on a une hyperconnexion entre différentes solutions. Donc, c'est pour ça qu'on parle de système d'information. Cette charte, elle a été présentée au CSE puisque nous, on dépasse les seuils. Et l'avantage de l'intégrer à la charte informatique, c'est qu'elle est opposable aux collaborateurs. Donc, Virginie parlait effectivement des sanctions, le but étant au début de ne pas sanctionner, mais pour autant, elle a une force beaucoup plus importante que si on faisait un simple papier qu'on remettait aux collaborateurs. Donc, c'est un document qui est essentiel, que vous devez, peu importe votre taille, peu importe le nombre d'effectifs que vous avez, vous devez mettre en place au sein de votre structure. La charte IA en elle seule, elle n'est absolument pas suffisante. Il est impératif de former vos collaborateurs. Nous, par exemple, on a mis en place un parcours d'intégration parce qu'on est sur différents sites. Donc, on a créé des petites vidéos assez ludiques de 2-3 minutes pour sensibiliser les collaborateurs, en fait, au risque. Qu'est-ce qu'une hallucination? Qu'est-ce qu'un biais? Qu'est-ce que des erreurs? Et qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise et qu'est-ce qui est interdit? Le fait de sensibiliser, de toucher les collaborateurs avec ce type de format ou alors en présentiel, où vous avez tout le monde sous la main, vous pouvez leur parler de ce document, ça permet aussi d'avoir des échanges et puis de sensibiliser sur les risques et aussi des craintes parce que vous allez vous rendre compte aussi qu'en fonction des collaborateurs, ils n'ont pas tous la même façon de faire avec ces outils et ça permet de prendre la température et d'adapter par la suite pour faire de la sensibilisation beaucoup plus fine en fonction des profils. Donc voilà, c'est la première bonne pratique, c'est mettre en place ce type de document qui est pour nous un indispensable dans chaque structure. Et pour compléter sur la charte IA, donc outre le modèle que tu as partagé dans le cahier en page 118, le Conseil national de l'ordre des experts comptables a un modèle qui est disponible sur l'espace privé. Et je vous renvoie également vers cet entretien de l'Académie avec une certaine Sabrina Agrapar qui aborde le sujet de la charte informatique. Donc, je mets en place la charte IA et ce qui est très important, et tu l'as dit Sabrina, c'est de bien communiquer autour de la charte. La charte, c'est pas juste un document qu'on imprime et qu'on signe. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour encadrer? Romain, est-ce que tu as d'autres retours de terrain, d'autres conseils à partager? Je voulais juste revenir sur un point parce que effectivement sur l'encadrement, alors déjà la charte IA est un essentiel effectivement. La formation est aussi un essentiel parce que on le disait, le risque est inhérent en fait à la technologie, mais le risque de l'IA est aussi inhérent à son fonctionnement. Je voulais peut-être revenir quelques instants sur 2 points qui sont très importants, qui ont déjà été abordés notamment par Virginie aussi dans la première partie. C'est que à date, on a des outils. Alors déjà, un premier point,
on a des outils qui créent un risque parce qu'ils sont devenus très faciles d'accès. Ça veut dire qu'on a des outils qui sont freemium, qui sont accessibles par tous et qui permettent de faire énormément de choses, des fois pour peu d'argent, et donc avoir cette incitation à l'utilisation d'un outil avec des données qu'il ne faudrait pas mettre. Ça, c'est un premier point. On a ensuite des outils qui sont fortement liés à la donnée que vous allez pouvoir mettre et aussi à leur fonctionnement. Ça veut dire que il faut rappeler que la plupart du temps, les LLM, quand ils sont utilisés, ils apportent la réponse la plus probable. Donc, il y a un fort lien en fait avec la donnée qui est présente et donc ça peut créer énormément de problèmes. Donc, j'ai envie de dire, la formation devient essentielle, pas uniquement sur les enjeux, les risques juridiques, mais sur le fonctionnement même d'une IA. Souvent, en dehors de ces risques juridiques-là, les autres risques sont des risques techniques, parce qu'en fait, des risques techniques reviennent les enjeux juridiques. Donc, pour moi, ce qui est essentiel, et effectivement, c'est de la formation, absolument, pour sensibiliser tout le monde, pour justement éviter que des personnes en interne fassent du shadow IA et utilisent les outils. Euh, un des éléments qui rentre dans la formation, mais qui n'est pas complètement de la formation, et Virginie l'a indiqué tout à l'heure, un des éléments que je répète en permanence, c'est on utilise l'IA seulement sur les sujets qu'on maîtrise, dont on connaît la réponse ou dont on est en mesure de vérifier la réponse. C'est un élément essentiel. C'est un élément de contrôle, en fait. Alors, ça peut être dans une charte IA, ça peut être dans la formation, peu importe, mais c'est un élément d'attention particulier. Et ensuite, pour moi, pour qu'une intégration se fasse de la manière la plus sécurisée possible, c'est en fait une réflexion managériale. Ça veut dire que la question qui se pose, même sur l'interdiction, etc., moi, je suis un peu mitigé sur le fait d'interdire certains outils ou pas, parce que d'abord, on a du shadow IA, donc la question se pose à un moment donné, si on interdit tous les outils, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui vont les utiliser sur téléphone? Il faut savoir que la plupart des outils grand public maintenant ont des fonctionnalités qui sont présentes sur téléphone, avec possibilité de lire des captures d'écran, de faire de la dictée audio. Donc, en fait, c'est dur de bloquer complètement. Alors, concrètement, les DSI peuvent bloquer des URL sur les ordinateurs, mais sur les téléphones personnels, c'est impossible. La question que je me pose, quand on revient un peu sur ce fonctionnement-là et sur le fait d'être absolument capable de vérifier ou d'être en mesure de connaître la réponse, c'est comment on différencie des fois en interne des profils qui ne seraient pas assez experts pour vérifier l'information. Donc ça, c'est pour moi des enjeux de management, de savoir finalement, est-ce qu'il n'y a pas des différences à faire selon la seniorité des postes, l'expérience qui peut exister, etc. Et pour moi, le dernier point qui n'est pas finalement un encadrement juridique, mais plus un encadrement technique, vu qu'il faut être en mesure de vérifier ce que fait l'outil, il faut absolument que dans les fonctionnalités de l'outil, il y ait des éléments qui nous permettent à un moment donné de vérifier l'information qui est apportée. Il faut savoir qu'il faut 2 secondes pour dire une bêtise, 2 minutes pour la vérifier. C'est un peu la même chose avec l'IA et c'est un peu le risque en fait. Lorsqu'on choisit mal son outil, c'est d'avoir des outils qui nous apportent des réponses qui sont dans les faits quasiment impossibles à vérifier. Et donc là, on est sur du management pur, mais du choix de l'outil. Mais beaucoup d'outils maintenant nous proposent, quand on regarde par exemple sur des outils grand public, du Notebook LLM, du Perplexity, etc., qui sont des outils qui sont sur des tâches spécifiques, mais qui rendent bien leur service, on a un moyen de vérifier derrière. Romain, si je peux me permettre, effectivement, pour citer un exemple de ce que tu viens de dire, nous, sur notre cabinet, on a mis en place un groupe de travail sur l'intelligence artificielle et en fonction des sujets, on a intégré à chaque fois des équipes métiers pour travailler sur ces thématiques. Et on a testé des IA, on va dire, dans le droit, et donc on a créé des groupes de travail sur du droit social, du droit des affaires, etc. Et donc, on a testé certains outils et donc le responsable de droit social qui a testé un outil a dit « Ok, cet outil-là, il est génial. Par contre, il faut absolument pas le mettre entre les mains d'une personne qui maîtrise pas la matière parce que les réponses sont tellement bien construites que on aurait pu penser de prime abord que la réponse était correcte. Sauf que, comme tu viens de le signaler, il y a l'art du prompt, la manière précise de poser sa question à l'intelligence artificielle. Et en fait, sur une question bien technique en droit social, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça la réponse, alors que vu comment c'était construit, on s'est dit ouais, ok, c'est super bien fait. Et c'est là où nous on a pris la décision. Ces outils-là d'expertise restent pour les experts qui maîtrisent la matière, qui sont capables d'ailleurs par derrière de vérifier l'information, d'en être capables de par leurs compétences. Et on a décidé absolument pas de la mettre entre les mains de tout le monde. Ça, c'est une décision stratégique de la direction. Pour moi, c'est un essentiel. Ça veut dire il y a des fois où
les outils vont être alors déjà, il peut y avoir énormément d'outils. Enfin, un des éléments qui va permettre de sécuriser aussi, c'est de cartographier qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, les tâches à réaliser, etc. Et surtout de les différencier selon le niveau d'expertise, si c'est des outils métiers, c'est des outils un peu plus globaux d'accompagnement, etc. Mais je suis ravi d'entendre que effectivement, pour moi, c'était presque une obligation, mais c'est le management de tous. Mais pour moi, il y a des outils métiers très techniques qui ne peuvent pas être mis entre les mains de tout le monde parce que les outils sont trop performants. On en parlait. Ils sont très performants. Ils sont très. Euh, Ça semble juste, c'est pas forcément juste, c'est la réponse qui est la plus probable. Donc même si on travaille quand même des fois, et les éditeurs le font, ils travaillent sur leur base de données pour que les bases de données créent le moins d'erreurs et d'hallucinations, bah, dans les faits, l'expertise reste la nôtre. Je n'arrête pas de répéter que le jus de cerveau, c'est nous. Les outils ne restent que des outils et donc la vérification doit venir de nous. Alors tout à l'heure, vous avez mentionné l'un et l'autre le sujet de management. Si on reste, avant de passer dans le concret sur les outils, si on reste à ce niveau-là, que pensez-vous de l'importance de la gouvernance d'une entreprise, d'un cabinet pour l'adoption de l'IA avec les bonnes pratiques que l'on donne? Est-ce que ça doit venir de la direction? Est-ce que c'est un travail de chacun? Elle est essentielle. Sabrina. Pour moi, la gouvernance, elle est essentielle. Il faut absolument que la direction se saisisse du sujet pour prévoir une orientation, parce qu'on parle de formation, de sensibilisation. Il y a un gros sujet dont on n'a pas parlé, il me semble, aujourd'hui, c'est l'accompagnement des équipes dans toute cette évolution que va entraîner l'intelligence artificielle. J'ai vu dans les questions qui sont passées, on parle de facturation électronique. La plupart de nos outils, pour ceux qui ont été au congrès de l'Ordre des experts comptables cette année, ont pu voir que de plus en plus de nos outils que nous utilisons au quotidien sont dopés à l'IA. Donc, on va gagner en efficacité, on va gagner en gain de temps. Donc, c'est de savoir aussi comment on accompagne toutes nos équipes à cette évolution, à ces nouveaux métiers, aux tâches qu'on fait encore aujourd'hui, mais qu'on ne fera plus demain. C'est essentiel que la direction se saisisse de ce sujet, parce qu'au-delà de l'IA, il y a vraiment une réflexion stratégique de toute l'entreprise qui est en jeu. Pour moi, c'est essentiel. De manière générale, on se rend compte qu'en fait, ces sujets d'innovation, alors, sont pas nouveaux et que souvent, le dernier kilomètre qui bloque tout le dernier kilomètre est humain. Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que psychologiquement, dans les conduites du changement, souvent le changement d'une situation même pratique de manière de travailler est un peu appréhendé par chaque personne comme une mort d'une situation pour une nouvelle situation. Et donc, on a des étapes psychologiques en fait de résistance au changement, comme on pourrait l'avoir dans le deuil. Et donc, le management est essentiel pour l'intégrer parce que souvent, quand je vois, moi, des échecs d'intégration d'outils, ce sont des échecs humains. Ça veut dire que l'outil est fonctionnel, mais les équipes n'ont pas compris, elles n'ont pas été intégrées, il n'y avait pas les bons référents, il n'y avait pas les bonnes incitations. Moi, je plaide en permanence pour que dans les fiches de poste de tout professionnel et dans les objectifs qui soient prévus, il y ait une réflexion sur le métier. C'est pas spécifiquement à l'IA, mais sur comment on travaille, quels sont les outils les plus performants, etc. Parce que on est tous sous l'eau au quotidien et donc ces outils-là ont vocation à nous faire gagner du temps. Pour autant, des fois, on n'incite pas les gens à réfléchir et donc par un système d'inertie, les gens restent dans leur manière de travailler parce que de toute façon, le management ne reconnaît pas la réflexion qui a été apportée dans la manière de travailler. Euh, et je voulais dire une autre chose, mais ça va revenir. Mais non, l'intégration du coup de la personne pour justement permettre l'intégration de l'outil est essentielle parce que la plupart du temps, sinon, s'il y a quelque chose qui est poussé par le management directement, il y a des grandes chances que ça soit pas gagné. Et le dernier point que je voulais rajouter, c'est sur dans la conduite du changement, si je vous posais la question aujourd'hui de savoir si, par exemple, vous passiez d'un logiciel de gestion comptable à un autre, si vous alliez gagner du temps, votre première réflexion, c'est de dire dans un premier temps non. Et c'est un peu la même chose avec l'IA. Et du coup, il faut, dans un premier temps, perdre un peu du temps à apprendre la manière de prompter, etc., pour au bout d'un moment gagner du temps. Donc, cette sensibilisation des équipes sur, dans un premier temps, vous allez peut-être pas gagner du temps, mais en perdre un petit peu, mais ensuite, ça va être plus intéressant. Elle est essentielle parce que souvent, en fait, en dehors de tous les aspects juridiques, etc., l'humain est tellement important qu'il y a des grandes chances que des projets d'IA tombent à l'eau à cause d'une mauvaise gestion managériale. Et puis, saisissez-vous de la compétence de vos équipes. Nous, on a pu le voir en faisant un peu un tour de tous nos métiers qu'on peut avoir au sein d'un cabinet comptable. On s'est rendu compte qu'il y avait des pratiques qui étaient utilisées dans un bureau pour gagner du temps en utilisant l'IA. L'objectif, c'est d'établir des cas d'usage par métier et puis de l'en faire profiter tout le monde, bien évidemment, en réglementant tout le process au niveau de la direction.
Alors, si je résume, peut-être une première étape, c'est la gouvernance sur le projet IA, c'est qu'il y ait une impulsion forte du management. Derrière, il faut former, il faut structurer l'utilisation de l'IA avec une charte, acculturer. Maintenant, si on passe aux outils, parce qu'il y a eu pas mal de questions dessus et je pense qu'on a des attentes derrière, peut-être première question pour Sabrina, quels seraient les critères pour bien choisir son système d'IA? Ça, c'est une vraie question que tout le monde nous pose. Quel outil choisir? Alors déjà, en fonction du choix de l'outil, c'est de vérifier toutes les conditions, tous les documents contractuels. Alors, vous allez dire, c'est l'instant le plus barbant à faire parce qu'il va falloir aller vérifier toutes les lignes, mais c'est extrêmement important de prendre connaissance des conditions générales de la solution que vous avez choisie pour vérifier si elle est conforme à la réglementation applicable. Hein. Ça ne va pas être seulement au RGPD, mais ça va être aussi à d'autres réglementations. Vous allez pouvoir vous assurer donc de cette conformité. Il va falloir privilégier des solutions qui garantissent que les données ne sont pas conservées ni exploitées à d'autres fins que celles qui est strictement nécessaire au cabinet, sans partage à des tiers. Et vous savez très bien que toutes les solutions qui sont gratuites proposées sur Internet réutilisent vos données. On va vérifier le lieu de stockage qui est très important. On va préférer les solutions qui sont hébergées dans l'Union européenne que celles qui sont hébergées ailleurs, alors qu'on sait que celles qui sont les plus performantes, on va les retrouver soit aux États-Unis, soit en Chine. Aussi, un point super important, c'est de s'assurer que le fournisseur il va proposer des mesures de sécurité robustes. Hein. Toute la sécurité, il faut absolument pas la mettre de côté parce qu'elle fait partie aussi intégrante du RGPD, hein, de vérifier que le fournisseur a bien mis en place des mesures techniques et organisationnelles suffisantes. Donc la sécurité en fait partie. Et puis, voilà, ça va être de réaliser des audits réguliers pour vérifier qu'elle est toujours conforme au niveau de conformité qu'on a exigé au départ. Donc, c'est assez complexe de choisir une IA plutôt qu'une autre parce que celle qu'on va choisir aujourd'hui va répondre à toutes nos conditions et peut-être que demain, il y en aura une autre qui va la dépasser. Ça bouge très rapidement, donc il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas d'outil miracle. Il faut essayer de réfléchir à celle qui pourrait correspondre le plus à vos attentes. Il n'y a pas de solution en fait parce qu'on nous dit laquelle est la préférable pour moi, mais ça dépend de votre organisation, ça dépend de vos besoins, ça dépend des besoins de vos utilisateurs. Mais au moins, la chose très importante, c'est vérifier tous les documents contractuels pour voir si vous choisissez une solution conforme parce que, comme vous le savez, vous êtes responsable de vos sous-traitants. Romain. Et sur ce sujet, on a dans le cahier, en page 136, un tableau comparatif avec trois systèmes d'IA. Romain, du coup, il y a eu dans les questions, alors je ne sais pas si tu as des réponses à apporter, pas mal de personnes qui nous ont demandé dans le chat, est-ce que Copilot de Microsoft est plus sécurisé? Est-ce que Mistral est plus conforme au RGPD? Il n'y a pas de réponse à proprement parler. Moi, j'ai tendance à dire que de manière générale, le risque qui est complémentaire d'une IA, c'est le fait de pouvoir y fournir beaucoup de données. C'est un peu le risque qu'on voit, c'est le fait de pouvoir mettre de la donnée personnelle, de la donnée confidentielle de manière plus simplifiée. Moi, ma position, elle est très pragmatique, c'est de dire si à date, vous transmettez déjà toutes vos informations à Microsoft et que vous avez déjà Outlook, etc., et que vos informations sont transmises, je ne vois pas un risque complémentaire à utiliser un copilot en interne. Et c'est la raison pour laquelle je disais au début de la table ronde que dans les faits, je vois beaucoup de gens utiliser des copilots parce que c'est la solution la plus simple. Pour avoir eu la chance d'échanger au cours d'un événement avec la personne qui était en charge de ces sujets-là chez Microsoft, à l'époque, celui-ci m'avait indiqué que pour gérer la conformité juridique au niveau monde, il s'alignait sur la réglementation qui était la plus sévère. Il s'avère que c'était en France, en Europe. Donc en fait, par défaut, Microsoft, et on le voit même, hein, il y avait eu des sujets d'hébergement des données de santé en France, c'était Microsoft qui avait été choisi pour sécuriser la donnée. Donc on est sur un acteur qui est très connu. Là où je voulais revenir, il y a des éléments quand même, je suis tout à fait d'accord avec Sabrina sur la lecture des documents contractuels. Dans les faits, on détecte quand même rapidement les gens qui n'ont pas abordé le sujet. Ça veut dire que si vous voyez des clauses sur le RGPD qui sont très légères, aucune référence au règlement IA Act, aucune disponibilité de la donnée, etc., c'est des éléments
qui doivent être pour vous ce que j'appelle des red flags, des éléments d'attention particuliers sur le fait que potentiellement l'éditeur que vous êtes en train de suivre n'a peut-être pas tenu compte de l'intégralité. Dans les faits, c'est difficile de savoir à 100% si un éditeur est conforme parce que sans faire un audit derrière, on peut lire les documents contractuels et malheureusement, des fois, on le sait, entre les documents contractuels et la réalité derrière, il peut y avoir des différences. L'avantage, c'est que si contractuellement, ils se sont engagés à des éléments, mais que dans les faits, ils ne les réalisaient pas, ils sont responsables. Un des éléments qui est assez intéressant quand on regarde un peu, je regardais un petit peu ce matin pour me remettre à jour sur les conditions avec les dernières versions, on se rend compte qu'il y a plusieurs points qui sont importants. Ça veut dire que par défaut, l'entraînement est fait. Ça veut dire que on n'a pas un système de consentement comme on pourrait l'entendre dans certains cookies sur les sites internet. Ça veut dire que par défaut, les données d'entraînement sont faites et il faut éventuellement indiquer qu'on ne souhaite pas que nos données, les données utilisées dans la plateforme permettent l'entraînement des outils là. C'est par exemple ce que vous disiez Virginie avec LinkedIn. Ils ont adopté le même sujet. Il y a eu 8 transferts il y a quelques mois et la plupart des éditeurs de chat grand public ont les mêmes mentions. On voit aussi que au niveau de la propriété de la donnée, il peut y avoir certains aspects. Le stockage aussi, on voit que par exemple DeepSeek, qu'on recommande pas du tout, pour le coup, a un stockage en Chine, etc. Même dans le fonctionnement de l'outil d'IA, il y a des restrictions qui sont apportées. Et un dernier élément qui est pour moi aussi important, c'est la responsabilité des éditeurs. On voit quand même que pas mal d'éditeurs limitent par exemple à $100 la responsabilité dans le cadre de leur utilisation d'outils. En droit français, ça tiendrait pas, hein, parce que ça paraîtrait, ça serait une absence enfin, le fait de se dédouaner de son obligation essentielle. Pour autant, c'est quand même des signes sur une volonté des fois des éditeurs de pas s'engager trop, de pas faire ces éléments-là. Donc, c'est un élément d'attention à avoir. Et peut-être pour rebondir sur le sujet de l'entraînement des données, donc comme tu le disais, par défaut, un outil comme ChatGPT ou Claude va s'autoriser à se nourrir de vos données, que tout ce que vous lui confiez, une bonne pratique, et vous avez un petit document à cet effet dans le cahier, une bonne pratique, c'est de désactiver cet entraînement. Vous avez une option à décocher dans les paramètres utilisateurs de votre compte d'IA. Donc ça existe chez de plus en plus C'est pas tout d'éditeurs. le temps simple, hein. C'est pas tout le temps simple, hein. Ça demande des fois un petit peu pour l'avoir fait sur WhatsApp aussi, etc. La question pourra se poser à un moment donné, comme on a maintenant dans certaines réglementations françaises le principe des 3 clics, peut-être une simplification de l'accès au retrait de ce consentement-là, entre guillemets, puisque c'est pas un consentement, c'est un consentement par défaut, mais Et Ouais. puis surtout, sur ces outils-là qui sont gratuits, même si on coche qu'on ne souhaite pas un réentraînement, ne mettez pas de documents confidentiels ou soumis au secret des affaires, hein. Ça ne faut désactive ça, que l'entraînement, en tout cas sur le papier. ouais. Par contre, le risque de RGPD, de secret professionnel, reste intact. Faut savoir quand même que OpenIA a été sanctionné en Italie entre 30 et 50 millions, je me souviens pas, en En milieu de l'année décembre. dernière. Donc il y a quand même un risque au niveau de la sécurité des données sur ces acteurs publics-là. Et j'ai vu passer des éléments plus tôt dans la formation, et c'est un élément qui est important. Ici, les risques qu'on vous dit, en grande partie, s'appliquent dans le cadre où vous utiliseriez une IA qui serait un logiciel SaaS, ça veut dire accessible sur le cloud, sur un URL. Bien sûr, si vous commencez à créer des IA en interne qui ne sont pas connectés à Internet, mais qui fonctionnent sur votre réseau en interne, toute la responsabilité qui est associée à la sécurité, etc., rentre chez vous. Et donc, dans certaines situations, après, ça dépend si vous utilisez de l'open source, il faut regarder certains éléments, mais dans certaines utilisations, ces logiciels-là permettent de lire des documents en interne en outrepassant les limitations qui peuvent exister sur d'autres outils, sur la donnée confidentielle, données personnelles, etc. Alors, dans les bonnes pratiques également, il y a l'anonymisation et la pseudonymisation des données. Alors, à savoir que la pseudonymisation, c'est un niveau plus faible où vous allez remplacer le nom d'un de vos clients par un code, alors que l'anonymisation va beaucoup plus loin. Est-ce que vous aimeriez dire quelques mots là-dessus, peut-être Sabrina, et sur l'existence d'outils qui font ce travail d'anonymisation?
L'existence d'outils, moi j'aimerais juste rebondir sur quelque chose. Ce n'est pas parce que on anonymise, ou plutôt on va parler de pseudonymisation parce que l'anonymisation c'est vraiment définitif et on ne peut pas y revenir que la pseudonymisation c'est assez simple à mettre en place. Mais j'avais été assez choquée il y a 2 ans au congrès lors des experts comptables où on parlait de fake et de l'idée incroyable de pouvoir utiliser de la data, ressortir de la data grâce à ces fakes et de les mettre dans ChatGPT en anonymisant juste le nom de l'entreprise et puis le nom du dirigeant d'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on pseudonymise qu'on n'est plus soumis au secret des affaires. C'est une information qui est quand même assez importante et je suis très heureuse cette année où j'ai vu que le congrès s'est saisi du sujet, que Lord a beaucoup travaillé sur cette sensibilisation du secret professionnel et du secret des affaires et que à chaque webinaire, enfin conférence qui ont été présentées, les intervenants mettaient en avant le fait qu'il fallait être très prudent sur le sujet d'anonymisation. Il en existe en interne, il en existe en externe. Après, je sais que toi, Vincent, tu en as un où tu en parles dans le cahier. Tu as un exemple, je me souviens plus du nom, je suis désolée. Alors, c'est l'outil Fake anonymisé qui a été conçu par un de nos confrères, Fabrice Sevrard. Et juste pour terminer sur le sujet, vous avez aussi toute une série d'éditeurs là qui travaillent actuellement dessus. Donc, on va très certainement avoir des outils qui vont apparaître dans les prochains mois. Mm. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques à nous conseiller, Romain? Je voulais juste rappeler peut-être l'annexe 1 qu'on a fait dans le cadre du cahier, qui est en fait une annexe relative à la checklist d'audit technique, qui est un bon résumé en fait de ce qu'il faut faire dans le cadre de l'intégration d'une IA, notamment par exemple, comme on le sait, l'IA est très liée quand même à la donnée. C'est tout ce qui va être identification des actifs critiques, système d'utilisation de l'IA, sécurité technique, sur les mises à jour, les vérifications d'accès, toute la vérification juridique. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance, c'est un bon point de départ. Il faut savoir que pendant longtemps, on n'a pas eu trop de documentation technique sur l'intégration de l'IA. Mais entre le sommet de l'IA en début d'année et d'autres événements qui ont pu avoir lieu, on a des recommandations de l'ANSSI sur la cybersécurité en matière de données. On avait au titre du sommet de l'IA aussi des checklists sur les bons points à mettre en œuvre dans le cadre d'une intégration d'une IA en interne. Donc maintenant, de la documentation. Donc l'idée, c'était de vous partager un résumé des retours terrain et des retours des administrations. Et je pense que c'est un bon point de départ aussi pour essayer d'encadrer juridiquement ces outils. Parce que l'idée, comme on essaye de vous le faire transmettre, c'est qu'effectivement, il y a des risques. Pour autant, il faut y aller. Il faut les utiliser. C'est juste que le risque arrive facilement. Donc, il y a quand même peut-être quelques éléments à prendre en compte dans le cadre de cette intégration-là. Sabrina, peut-être une dernière bonne pratique avant qu'on termine cette table ronde? Moi, je reste sur la sensibilisation, la formation. Il faut essayer de ne pas faire du descendant, vraiment d'essayer de faire des tables rondes avec les équipes, les métiers, pour essayer de comprendre un peu leur quotidien, comment ils travaillent en pratique, et puis de reprendre ces pratiques et de trouver des solutions pour les métiers pour qu'on ne crée pas des blocages, mais des solutions contournées, sécurisées. On le voit, là, je l'ai vu dans les questions qui sont arrivées, quid de WeTransfer. Clairement, chez nous, ça a été prohibé pour toutes les questions de confidentialité et de respect du RGPD. En pratique, beaucoup de commissaires aux comptes, notamment, continuent à transférer des informations. Alors, pas chez nous, c'est complètement bloqué, mais nous transmet des informations par ce biais-là, ou les clients, pour des questions de facilité. On a mis en place des choses, alors, au début, qui ne sont pas forcément simples, mais on fait aussi beaucoup de sensibilisation auprès des clients en leur expliquant les risques de passer sur ce type de plateforme, que nous, on a pris la décision de l'interdire parce qu'on a besoin de sécuriser les échanges, de créer des lieux de stockage sécurisés avec des liens sécurisés. C'est vrai que c'est un vrai chamboulement dans l'organisation, dans le travail au quotidien. Ça crée des crispations parfois parce que on connaît les process. Aujourd'hui, on doit changer notre organisation.
c'est pas évident quand on a déjà une charge de travail assez conséquente, mais à force de répéter, d'expliquer pourquoi le RGPD c'est important, pourquoi ça peut nous faire la différence dans le cadre d'un appel d'offres, d'utiliser en fait toutes les bonnes pratiques qu'on met au quotidien pour après promouvoir le fait que dans notre entreprise, elle est conforme au RGPD et puis c'est une certaine plus-value vis-à-vis des clients en termes d'image de la société. Moi, je trouve que c'est hyper important. Je voulais juste dire un dernier point. Dernier point, c'est que c'est pas parce qu'une mission en entier n'est pas, je rebondis sur ce que disait Sabrina sur la recherche, c'est un élément essentiel, hein. L'utilisation des NIA n'est la dernière étape du management. Ça veut dire, on peut repousser des missions sur des profils plus juniors, changer un petit peu la répartition des missions en interne. Pour autant, moi, je considère qu'il y a presque 90% des missions où à un moment donné, on pourrait intégrer l'IA, mais c'est pas pour autant que c'est dans l'intégralité de la mission. Ça veut dire qu'il y a des fois des tâches que lorsqu'on la séquence en 5 ou 10 étapes complémentaires, il y a peut-être 2 ou 3 étapes qui, elles, peuvent à un moment donné faire intervenir de l'IA. Et c'est des fois la réflexion un peu limitante de dire mais cette étape elle est trop complexe, je peux pas utiliser d'IA. Oui, sur son intégralité. Pour autant, on se rend compte que on l'a dit, hein, on est sur des IA où il faut être expert pour vérifier, etc. Et on a un point essentiel à dire, c'est que une IA pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle soit spécialisée. Ça veut dire que vu qu'elle est liée à une base de données, vu qu'elle est liée à un fonctionnement, etc. On se rend compte que les IA sont de plus en plus performantes lorsqu'elles sont hyper spécialisées. C'est la raison pour laquelle, notamment, par exemple, je pense que Virginie ou Sabrina ne diront pas le contraire. On a tendance, nous, à ne pas utiliser d'IA grand public pour aller chercher des recherches juridiques parce qu'on sait qu'elles sont pas faites pour. Au plus vous allez avoir des IA spécialisées, au plus elles vont être performantes et donc il va falloir, dans le cadre de vos missions, trouver les bonnes IA. L'avantage, c'est que maintenant le coût est plus réduit. Trouver les bonnes IA dans différentes étapes de chacune de votre mission qui vont vous permettre d'accélérer chacune de ces étapes. Exactement. Et pour montrer ça, ce qu'on a fait, par exemple, nous, j'ai créé une mini vidéo de recherche sur ChatGPT pour expliquer, voilà, j'ai besoin de trouver une jurisprudence sur telle thématique, voilà mon sujet, est-ce qu'elle existe? Et du coup, en démontrant donc chaque étape de recherche, je suis tombée exactement sur le cas que je souhaitais avoir. Et puis au final, en ayant les références, je clique sur la référence et je tombe sur une décision complètement erronée. Et donc, en tirant les ficelles et en faisant des recherches beaucoup plus approfondies, j'ai réussi malgré tout à trouver la jurisprudence que je souhaitais. C'était pas le bon numéro qui avait été donné. Et je trouve que dans des démarches comme ça pratiques pour sensibiliser les collaborateurs, ça a vraiment un impact beaucoup plus important que de faire des beaux discours et de dire faites attention. Oui, l'IA hallucine. Il faut toujours rester au cœur des décisions. C'est votre expertise qui doit prendre la décision finale. On vous prouve en vous démontrant la démarche. Après, à vous de jouer. Merci Sabrina, merci Romain. Et peut-être pour conclure cette table ronde, moi, il y a un mot qui m'a marqué lors de nos travaux et notamment lors des témoignages qu'on a pu avoir avec Félicien Vallet et avec 2 experts comptables australiens, c'est le mot de culture dans l'entreprise. Si je reprends ce verbatim, c'est celui de l'associé d'un cabinet australien que j'ai eu la chance d'interviewer, qui me disait, nous avons la chance que la culture de la sécurité soit ancrée dans l'entreprise et cela vient des associés qui en font une priorité. Et ça va rejoindre un peu tout ce que vous venez de dire tous les 4, hein, c'est que il y a un travail d'acculturation, de sensibilisation et derrière, il faut des réflexes. On peut pas être derrière tout le monde pour vérifier qu'ils ne vont pas sur des IA que le cabinet interdirait. Il faut que ça soit des réflexes, il faut prendre des habitudes dans l'utilisation de l'IA. Et peut-être en 1 minute chacune, Sabine et Virginie, si vous souhaitez rajouter des bonnes pratiques avant qu'on passe aux questions. Virginie. Oui, merci. J'ai pris connaissance des commentaires. Il y a un point que j'ai pas abordé lorsque je faisais le lien avec le respect des obligations déontologiques et qui m'a frappé dans les commentaires et aussi Romain en a parlé, c'est la question du prix. C'est vrai que pour certaines tâches, on peut estimer que lorsque l'on maîtrise l'outil d'IA, hein, c'est quand on sait correctement prompter, on a au moins 20% de la prestation ou du livrable qui pourra être réalisé par l'IA et ce correctement. Et le fait d'avoir dit
dans le cadre de la transparence aux clients qu'on utilise l'IA, on pourrait penser que le coût de la prestation et le coût du livrable sera 20% moins élevé puisque 20% de la prestation aura été utilisée par l'IA. Et là, il y a un biais au niveau de la tarification parce que savoir correctement utiliser un outil d'IA, c'est déjà effectivement prendre un outil payant, professionnel, c'est former nos collaborateurs. Il reste derrière ce qu'on appelle le contrôle, la vérification par l'être humain. Et donc, en réalité, aujourd'hui, utiliser de l'IA, ça a un coût très important. Et donc, il va falloir savoir dans les propositions d'honoraires, dans la tarification, expliquer ce coût et en tout cas pas se retrouver dans une situation où on va nous dire si 20% du livrable a été fait par Gemini, ChatGPT, votre facture elle sera de 20% moins chère. Et ça, je pense que pour vous, c'est avec votre ordre que vous devez le travailler. Romain et nous, c'est avec le nôtre. Alors peut-être le CNB, peut-être d'abord Paris. Enfin, en fait, ce que je ressens aussi à travers les questions du commentaire, c'est que les experts comptables, comme pour nous, les avocats, en fait, on a besoin que nos ordres professionnels se penchent réellement sur la question. Et pour cela, je vous ai remis une des directives de l'Union internationale des avocats sur l'utilisation de l'IA par les avocats dans le monde entier. Et par rapport à la conformité réglementaire, on en a un petit peu parlé. L'UIA nous dit aussi à nous, avocats, dont avocats français, qu'il faudra qu'on se conforme aux directives de nos ordres professionnels. Hein, le mot est cité dans ces directives internationales. Et donc, ça va être un travail aussi expert comptable, ordre, avocat, ordre. Sinon, on va avoir une grosse difficulté au niveau de nos propres rémunérations. Donc, c'était un point que j'avais pas abordé et que je souhaitais partager avec vous sur la fin de cette seconde table ronde. Merci Virginie. Sabine, peut-être un mot ou deux? Oui, un mot, c'est l'évaluation des risques. En fait, évaluer les risques de l'utilisation d'un système d'IA, c'est une obligation, mais c'est surtout le premier pas vers une maîtrise des risques. Et comme cela a été montré dans la seconde partie de ce webinaire, en fait, c'est en connaissant les risques qui sont applicables à votre propre cabinet que vous allez pouvoir trouver des solutions de formation, de politique, etc. Et donc des solutions adaptées à votre cabinet. Parfait, merci beaucoup. On a eu pas mal de questions parce que vous êtes plus de 600 inscrits à ce webinaire et on vous en remercie. On va essayer d'en traiter le maximum. Alors, il y a pas mal de questions qui sont au-delà de notre sujet, donc on va se concentrer vraiment sur le cœur. Une question, alors Romain et Sabrina, vous y aviez un petit peu répondu, mais je pense que c'est important de la remettre, c'est l'anonymisation des données est-elle suffisante? Romain, peut-être un mot? Ouais, je vais juste compléter ce qu'avait dit Sabrina. On se rend compte quand même que dans les faits, quand on voit un peu certaines publications, notamment au niveau européen, de l'EDPB, etc., une anonymisation globale est toujours très difficile. Donc, l'anonymisation, elle est un peu des fois hypothétique dans la plupart des situations et difficile à démontrer. Donc c'est pas une solution et même Sabine à un moment donné l'a abordé parce qu'en fait il y a toujours des informations qui permettent de recouper à un moment donné. Donc c'est pas une solution en tant que telle.
Merci. Ensuite, on a eu pas mal de commentaires sur la notion d'hallucination. Alors, on ne s'est pas attardé dessus. C'est vrai que c'est un point important, mais ça va un petit peu au-delà du sujet. Les hallucinations, je rappelle en quelques mots, c'est l'idée que une IA peut vous répondre des choses complètement fausses avec beaucoup d'aplomb. Donc effectivement, dans les bonnes pratiques, il faut absolument vérifier vos réponses, ne pas prendre pour argent comptant ce que vous répond l'IA, et ça fait partie dans les bonnes pratiques que donnaient Sabrina et Romain, ça fait partie du travail de formation et eu égard aux obligations de l'IA Act, de bien former vos équipes sur ce risque. Et notre responsabilité civile professionnelle. Nous restons responsables des informations que nous transmettons, notamment dans le cadre d'une recherche qu'on pourrait faire pour nos clients. Voilà. Et puis Il y a un dernier l'impact sur point, la c'est que réputation du cabinet. il y a un dernier point, c'est qu'il y a à la fois, alors déjà, il y a la responsabilité professionnelle, il y a la manière dont on prompte, et il y a aussi quand même un dernier point qui est essentiel pour moi, c'est que au plus on va choisir un éditeur de logiciel qui est spécialisé dans notre matière et qui va travailler sur sa base de données, etc., au plus les hallucinations vont disparaître. Donc il y a aussi un travail à faire sur le choix de l'outil pour réduire l'hallucination naturellement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les éditeurs de logiciels, de temps en temps, vous épargnent du prompt de manière complexe. Ça veut dire qu'eux-mêmes vont pré-prompter, vous n'allez pas le voir, mais quand vous allez poser votre question, il va y avoir des éléments qui vont être intégrés aussi et envoyés à l'algorithme. Et donc le fait de choisir son éditeur de logiciel, d'avoir quelque chose qui est vérifiable derrière et d'avoir des outils qui sont spécialisés, ça va grandement réduire les hallucinations et les erreurs en fait. Et bien sûr, être expert pour vérifier éventuellement quand on est sur des sujets hyper complexes, s'il n'y a pas d'erreur. Le point d'attention, et souvent c'est le sujet que je dis pour comprendre comment fonctionne un LLM sur ses erreurs et ses hallucinations, c'est de dire, si jamais vous deviez rechercher sur Google une question et qu'en fait, sur 10 réponses, il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne, vous avez des grandes chances que le LLM fasse aussi l'erreur. Parce qu'en fait, c'est une question de probabilité. Donc, si vous nettoyez la base de données et que la base de données contient que votre réponse qui est juste, bah, elle va sortir. Mais dans les faits, au plus la question est complexe, au plus on va avoir. Pour ça qu'on parlait d'hyper-expertise à un moment donné, parce qu'en fait, au plus la question est complexe, au plus l'IA va, par défaut, normalement, ne devrait pas forcément apporter la réponse qui est juste. Et je précise que les IA juridiques que vous citiez, Romain et Virginie, c'est pas réservé aux avocats, ça existe bien évidemment pour les experts comptables chez nos éditeurs historiques. Une autre question, c'est est-ce que les conditions générales de la lettre de mission peuvent prévoir ou doivent prévoir un article sur l'utilisation de l'IA, et est-ce qu'il y a un modèle de l'ordre? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de modèle particulier de l'ordre. Peut-être Virginie, Ouais, pareil, chez les réflexion. avocats, ma réponse est oui, elles le doivent. Et non, en tout cas, chez les avocats à date, on n'a pas de modèle qui est proposé, nous, par notre ordre. Et je crois savoir que le vôtre non plus. Donc, c'est pour ça que je redis que pour les questions déontologiques qui sont au cœur de nos deux professions, il faut que nos ordres professionnels s'emparent du sujet. Je voulais juste revenir un petit peu sur la partie hallucination et la partie formation. Prenez juste l'exemple, peut-être dans un premier temps avec vos collaborateurs, peut-être les moins connectés du GPS. Aujourd'hui, plus personne ne sait lire une carte. En tout cas, c'est une compétence qui a été perdue sur la nouvelle génération et la moins jeune d'ailleurs. Nous ne savons plus lire des cartes Michelin. Nous faisons une confiance aveugle à notre GPS au point que parfois certains sont tombés dans un ravin, voilà, et plus généralement dans une impasse. Donc la confiance qu'on a dans l'outil, j'en reviens à mon devoir de compétence. Il est absolument nécessaire pour nos métiers. Et vraiment, prenez l'exemple du GPS avec voilà, vos collaborateurs les moins connectés. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Et oui, on se doit d'informer. Mais je trouve que les CG dont il était question dans les commentaires me semblent un bon endroit pour le faire. Maintenant, chacun y va un petit peu de sa clause et malheureusement, surtout beaucoup à date n'informent pas pour le cacher, mais n'ayant pas conscience que
ce devoir de transparence que l'on exige pour nous en tant que consommateurs, administrés, nous-mêmes clients. Et ben en fait, nos clients de cabinets d'expertise comptable, de cabinets d'avocats, l'exigent de nous également. Voilà. Une question très pertinente sur l'utilisation de l'IA en local. Vous savez, on peut installer un modèle open source sur son ordinateur et le faire fonctionner sans accès à Internet. Est-ce que cette utilisation fait que le cabinet est totalement protégé par rapport à tous les risques? Sabine, peut-être une réaction? Alors, une utilisation locale présente des limites. On va commencer par les limites. C'est que, en fait, l'ampleur de la base de données ne sera pas aussi importante que celle d'un système ouvert. Mais les avantages, c'est qu'on va avoir un système plus sécurisé dans lequel les données transmises dans l'input, dans le prompt et dans les pièces jointes vont rester en interne et donc ne seront pas communiquées à l'extérieur. Ceci dit, cela représente aussi un autre risque, un autre niveau qui a été évoqué par Romain, je crois, c'est que en fait, ça va obliger le cabinet à sécuriser ce système et puis également à le maintenir, à l'enrichir, etc. Mais ça peut être une solution intéressante pour certains domaines. Et il faut garder en tête. Juste Vincent, c'est vraiment pas adapté pour tout le monde. Nous, c'est ce qu'on a en interne au cabinet, mais ça fait 10 ans qu'on travaille sur le sujet. Et nous, on a plus d'informaticiens que d'assistantes juridiques. C'est-à-dire que oui, c'est une excellente piste, mais c'est adapté pour vraiment un nombre à date très restreint de cabinets d'avocats et de cabinets d'expertise comptable. Donc, c'est un sujet très intéressant, mais je pense que sur les personnes qui sont ici, c'est trop loin de ce qu'ils sont capables d'investir. Ça demande d'avoir des équipes informatiques très importantes pour pouvoir faire ce travail-là et donc un coût humain très important. Ça viendra certainement, mais la priorité, c'est plus ce dont Romain, Sabine et Sabrina ont parlé, c'est-à-dire choisir le bon outil du marché, vérifier ses conditions générales pour voir si elles sont adaptées à notre pratique professionnelle, à nous, professionnels soumis à un secret professionnel, et derrière former nos collaborateurs. Vincent, Oui. juste pour compléter, le retour que j'en ai à date pour ceux qui l'ont fait, il n'est pas incroyable. Ça veut dire que souvent, c'est des outils qui sont trop généralistes, qui répondent finalement pas bien à tout le monde. Et donc, dans les faits, je suis complètement aligné avec ce que disait Virginie, c'est que c'est difficile et les équipes informatiques en interne sont pas normalement compétentes pour faire de l'IA. Ça veut dire que c'est de la même manière que le développement informatique, la cybersécurité et l'IA sont trois domaines à part. Même chez les informaticiens, nous on le sait, chez le droit, on ne fait pas tous la même matière. Mais c'est le même principe. Et du coup, de temps en temps, il y a des DSI qui essayent de le faire, même si elles ne sont pas équipées en interne. Et du coup, ça peut faire des développements qui, in fine, n'apportent pas beaucoup de valeur. Merci. Je continue parce qu'on a encore pas mal de questions. Un point qui a été soulevé par plusieurs d'entre vous, c'est l'IA française Mistral. Mistral, certains nous demandent est-ce que c'est plus sécurisé puisque ça relèverait du droit français et est-ce que Mistral est plus conforme au RGPD? Est-ce que quelqu'un est un expert de Mistral dans la salle? Je pense que ça va être difficile à répondre. La seule chose qu'on sait, c'est que potentiellement, peut-être par la culture française, ce sont des sociétés qui sont un peu, enfin, françaises, européennes, sont des sociétés qui sont plus sensibilisées et qui sont aussi plus sous le feu des projecteurs, donc plus difficilement. Enfin, un éditeur qui n'est pas connu, dans les faits, il a moins de chances d'être contrôlé par une administration. Quand on parle de Mistral, qui est une licorne française, etc., potentiellement, effectivement, elle a déjà été contrôlée. Des audits on parlait des audits, mais si Mistral travaille avec des grosses sociétés notamment, etc., ils ont déjà fait l'objet d'audits. Donc, souvent, c'est un gage de qualité, mais c'est difficile à se prononcer comme ça. Ouais.
Et Merci. j'aurais envie Oui. de compléter. En fait, Mistral est une licorne française, mais il faut s'intéresser, si on veut savoir si elle est vraiment française, à la composition de son capital. Et donc, regardez, je n'ai pas de réponse. C'est peut-être pas une société complètement française. Très bien, merci. Une question très pointue au cas où quelqu'un ait la réponse. Est-ce qu'il existe des compagnies d'assurance professionnelles qui proposent des couvertures spécifiques liées aux usages de l'IA dans nos métiers, notamment en matière de conseil, comptabilité ou gestion des données? Alors, à ma connaissance, non, mais il y a un acteur qui se positionne sur le sujet, c'est Neotech, c'est une filiale de Diot Siassi Honoré, et il nous semble que voilà, ça serait cette compagnie d'assurance qui serait probablement la plus à même de proposer une offre adaptée tant aux avocats qu'aux experts comptables. Donc, je vous mets son nom. Maintenant, je crois qu'il n'y a encore rien de fait, euh, mais à ma connaissance, c'est la plus engagée sur le sujet. Donc, Neotech, qui appartient au groupe Diot Siassi. Merci Virginie. Une autre question, comment savoir où sont réellement stockées les données UE hors UE et quel impact juridique si elles transitent vers les États-Unis en raison du Cloud Act et du Patriot Act? Alors, la question n'est pas tant de savoir où sont les serveurs, puisqu'en règle générale, Romain complétera s'il y a lieu, mais tous les grands éditeurs américains ont leurs serveurs dans l'Union européenne. Ce qu'il y a, c'est que dans le cadre de la maintenance de deuxième et de troisième niveau, ces entreprises américaines font intervenir leurs collaborateurs situés aux États-Unis. Donc, quand bien même les serveurs seraient situés dans l'Union européenne, ce qui est généralement le cas, on aura nécessairement ce qu'on appelle un flux transfrontière de données hors UE, puisque pour qu'il y ait un transfert de données, il n'y a pas nécessairement besoin que la donnée se déplace. Le fait que dans le cadre de la maintenance de deuxième ou de troisième niveau, des collaborateurs de ces sociétés situées sur le territoire américain puissent prendre à distance la main sur les données font qu'on a bien un transfert de données hors UE. Il faut savoir que la très grande majorité, si ce n'est toutes ces sociétés américaines, sont ce qu'on appelle auto-certifiées Data Privacy Framework. Ça veut dire qu'elles se sont engagées et à respecter le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, suivant qu'il s'agisse de données dites clients prospects ou de données dites ressources humaines, que leur certification est annuelle et que leur certification est publique sur le site du département du commerce américain. Donc oui, nos données, les données de nos clients à un moment partent sur le territoire américain, qu'on le veuille ou non. Maintenant, il n'y a à date pas d'autres alternatives. Je précise que le Data Privacy Framework est contesté par certains devant les juridictions européennes. Il y a quelques semaines, le tribunal de première instance de l'Union européenne a validé cet accord américano-européen. Il y a, alors Romain, je suis pas certaine, mais je crois qu'il y a un appel en cours, donc tout n'est pas terminé à ce sujet-là. Voilà. Il reste qu'il y a, alors j'aime bien parler de la loi de blocage française de 1968. C'est pas totalement, évidemment, le sujet ici, ni est totalement adapté à notre problématique, mais peut-être que le législateur français pourrait faire évoluer la loi de blocage française.
pour adresser plus sérieusement cette problématique. Oui, c'est un fait. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que oui, nos données partent aux États-Unis. Oui, il n'y a pas IA ou pas IA, outil d'IA ou pas d'outil d'IA. À partir du moment où on n'a pas d'alternative dans l'Union européenne, ce qui est le cas à date pour nos entreprises. Néanmoins, on a rarement entendu parler d'une violation de données commise sur des outils Google, par exemple. Et puis, si vraiment on veut s'intéresser de près à ces sujets-là, sachez que ces entreprises américaines publient chaque année des rapports sur le nombre de demandes d'accès aux données qu'elles ont reçues des agences américaines. Il y a malgré tout une certaine forme de transparence et pour ceux qui utilisent les outils de Microsoft, Microsoft publie chaque année les demandes qu'elles ont reçues, celles auxquelles elles ont fait droit, en expliquant le contexte de la demande, du refus ou de l'acceptation de transmettre les données. C'est pareil pour Amazon, c'est pareil pour Yahoo. Voilà, il y a une forme de transparence et ces rapports, vous pouvez les trouver assez facilement sur Internet. Et d'ailleurs, les entreprises que tu as citées, Virginie, qu'on peut retrouver sur le répertoire, on a mis le lien dans notre cahier pour que vous puissiez le retrouver facilement, pour savoir si votre entreprise américaine est conforme ou pas. Parfait. On va devoir conclure. Et bon, il restait encore pas mal de questions, mais souvent qui sortaient un petit peu du cadre. Pour conclure, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse en 30 secondes maximum nous donner peut-être un point clé à retenir pour nos participants ou une bonne pratique essentielle à la suite de ce webinaire. Romain, ton micro est coupé. Je disais, pour moi, le point est plutôt managérial. Ça veut dire que le juridique, on peut l'encadrer avec des process, mais l'intégration des équipes si on est vraiment dans l'intégration des outils de l'IA, c'est l'intégration des équipes pour que ça fonctionne vraiment. Merci. Sabrina. Alors moi, une note positive, hein, l'IA, c'est pas un ennemi, c'est un allié et faut le voir vraiment comme une aide et toujours garder son expertise humaine au cœur des décisions. Merci. Virginie. Le respect du devoir de compétence Très bien. et la primauté humaine, comme le rappelle Sabrina. Et Sabine. Et si je ne retenais qu'un mot, c'est un mot qui est souvent revenu dans ce webinaire, c'est la formation. Donc l'échange, la sensibilisation et la montée en compétence des utilisateurs au sein du cabinet. Parfait. Et pour ma part, je retiens à la suite de vos brillantes interventions que finalement, donc, il y a toute une série de risques qui doivent pas nous effrayer, qui doivent pas nous décourager d'utiliser de l'IA, mais qui doivent nous inciter à faire preuve de vigilance, à adopter des réflexes et, vous l'avez dit, à instaurer une culture dans l'entreprise, à instaurer des mesures de formation de nos équipes. Un grand merci à vous quatre d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'il vous aura éclairé et on vous incite vraiment à consulter ce cahier numéro 43 de l'Académie qui est disponible sur le site donc l'académie.info. Je souhaitais également remercier les 5 autres membres du groupe que on n'a pas pu réunir tout le monde sur cet événement, à commencer par Serge Jablonski, Jean-Laurent Mienart, Sylvain Navers et également Michael Mina et Camille Salinesi. Je voulais également remercier les équipes de l'Académie et de l'Ordre des experts comptables, tout particulièrement Marie-Amélie Calmao, qui est la permanente de l'Académie, et Eric Ferjala Cherel. Merci aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de ce webinaire. Et on vous donne rendez-vous pour de prochains événements et de prochains travaux avec l'Académie très prochainement. Un grand merci de votre participation à tous.
Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée.